Euh, je suis ici avec Erwan Castel, qui est un mythique blogueur, non? Un français, capitaine, non? Capitaine de la... tu vas être capitaine de la République, ¿no? De la République française, de la République française. Ah, oui, para judice, ¿no? Voilà. Para judice. Lui è è très important ici, no? In tutti i conflitti, no? Del Donbass, perché lui va a essere è un écrivain, no? Yo conozco personalmente, yo soy Miquel, ¿no? Miquel de Barcelona, un blogger, aussi, no? Ma io considero che l'Erwan va a fare tutta la nostra connessione, no? On fait la connexion, no? À Internet, no? Parce que yo va a comenzar aussi a escribir, no? Contra le Maidan, no? Contra le CUP, no? Le CUP contra la massacre en Odessa, no? Van començar a fer una relació. Nous, aujourd'hui, ici, c'était Donetsk. Comment dire en français? Parce que je ne parle pas français, mais aujourd'hui, les jours, on est mercredi. Mercredi. Non, jeudi. Jeudi, je sais plus. On est le jour. Jeudi 14 juillet. 14 juillet. Les jours de France. La France est la fête nationale française. La fête nationale française. Et tout va être militaire. Oui, mais moi je regarde plus les jours en ce moment. Militaire per... explique ton historique. D'accord. Très rapidement, donc, je m'appelle Erwan Castel. Oui. D'abord, je te remercie, Miquel, de cette rencontre. Oui. Puisque je te suis également avec attention sur les réseaux sociaux depuis le Maïdan quasiment, hein, puisqu'on doit être parmi les plus vieux blogueurs occidentaux qui ont suivi et alerté au sujet de cette crise. Donc Pour moi, c'est un honneur. J'ai 53 ans cette année, voilà, j'ai 53 ans. Ma vie se séquence en 3 périodes. La première période, c'est celle qui est commune à tous les enfants, éduqués auprès de leurs parents, avec leurs rêves d'enfance, d'adolescents. Et donc cette période dure environ un peu plus de 15 ans. À l'issue de cette première période, je m'engage dans l'armée française, je deviens officier et je découvre en fait le monde militaire que je connaissais un peu par mon père qui était officier également. Et je suis je suis donc officier de renseignement parachutiste à l'époque où c'est la guerre froide encore, il y a le mur qui existe à Berlin. Il y a le rideau de fer qui traverse l'Europe. Et donc à cette époque-là, l'unité à laquelle j'appartiens, on surveille avec assiduité, attention, anxiété même, ce qui se passe de l'autre côté du mur, donc du côté du monde soviétique, Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Pologne, etc., les satellites et bien sûr la Russie. Lorsque le mur s'effondre, je suis pas loin de finir cette première période militaire de ma vie et je l'achève pour ensuite entamer une période civile. Oui. Un peu à l'opposé, hein, parce que là je vais carrément même quitter la France et même l'Europe pour aller en Guyane française, où j'exerce donc pendant 15 ans le métier de guide en forêt tropicale. Oui. Je vais être guide expédition et là je vais découvrir un autre monde, mais aussi surtout un autre art de vivre. Voilà. Donc un autre art de vivre, la forêt étant la maîtresse de tous les hommes qui y vivent, on se cale un peu sur ses rythmes, on découvre un peu le rapport tranquille que l'homme doit avoir avec la nature et le respect des traditions. À ce titre, j'ai aussi beaucoup découvert l'universel des traditions. Autant je suis contre l'universalisme, autant je suis un amoureux de l'universel.
Et pendant toute cette période guyanaise, j'ai quand même continué, de par ma première expérience, à m'informer, à observer attentivement, je dirais, la géopolitique mondiale, et en particulier les conflits militaires, bien sûr, et les fameuses révolutions colorées. Parce que j'ai découvert, je me suis fait avoir, si je dois être honnête, je me suis fait avoir lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie. J'ai été déjà en Guyane et j'ai cru que finalement la propagande dans laquelle j'avais été élevé quelque part, eh bien, elle était juste encore et qu'elle était la vérité. Plus tard, j'ai rencontré des camarades qui étaient restés dans l'armée, qui sont revenus de la Yougoslavie, qui m'ont déjà apporté une nuance dans leurs observations et leurs expériences. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que finalement l'OTAN, qui devait normalement disparaître logiquement en même temps que le pacte de Varsovie, avait complètement changé sa structure, n'était plus sur une situation défensive, mais était plutôt sur une hégémonie militaro-industrielle et avançait progressivement, pays par pays, vers le bloc russe. Alors, du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Sur quels étaient exactement les intérêts, l'idéologie de cette Amérique, de cette démocratie occidentale. Et lorsque les révolutions colorées ont dégénéré, je pense à la Géorgie, mais aussi après, bien sûr, toutes les révolutions dites arabes, la Syrie, qui est vraiment l'apothéose d'une révolution colorée qui a foiré en étant une guerre, qui a complètement dérapé. Et donc là, j'ai complètement pris fait et cause pour l'idéologie eurasiste. Oui. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'on commence à voir un masque tomber et qu'on s'aperçoit que l'ami n'est pas forcément si amical que cela, on commence à réviser également une observation, une analyse de ce qui était considéré et défini comme l'ennemi. Donc du coup, je regarde du côté du monde eurasiste, du monde russe. Je lis avec passion Alexandre Dugin. J'observe la politique menée par le président Poutine, ses discours, une traduction française de ses discours. J'apprécie son sens du réel politique. Je m'aperçois qu'il n'est pas du tout l'oligarque mafieux, l'ancien officier resté communiste et soviétique tel qu'on le décrit dans la propagande occidentale, mais au contraire quelqu'un qui a une vision très lointaine à la fois dans ses racines, dans ses références, puisqu'il a une vision qui remonte à l'Empire russe et même au-delà, et une vision dans le futur. C'est quelqu'un qui est vraiment à cette transversalité de l'histoire et des héritages politiques. Et ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, est aujourd'hui le grand chef d'État que la Terre connaît aujourd'hui et que l'Europe connaît. Et heureusement pour l'Europe, parce que s'il n'y avait pas quelqu'un comme Vladimir Poutine, je pense que la Troisième Guerre mondiale aurait déjà commencé depuis pas mal d'années. Parce que contrairement aux propagandes, on s'aperçoit que le président Poutine a toujours privilégié la solution diplomatique, a toujours cherché par les traités à résorber les guerres, à les freiner, voire à les éteindre. Alors bien sûr, il défend les intérêts du monde russe, il ne va pas non plus sacrifier ses intérêts au nom de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Mais si on regarde par exemple le conflit syrien, il ne faut pas oublier que le conflit syrien a failli exploser en guerre régionale lorsqu'il y a eu les fameuses attaques chimiques, oui, mais qui se sont en plus révélées par la suite lorsqu'il y a eu les enquêtes. En fait, c'était des attaques chimiques qui provenaient de régions et de zones contrôlées par les islamistes. Donc en fait, c'était vraiment des attaques sur des stocks volés, c'était des attaques menées par les islamistes contre la population syrienne pour entraîner le pays dans la guerre. Oui. Poutine a trouvé une solution, celle de la destruction des armements chimiques, donc il a retardé en fait, et j'espère définitivement anéanti cet éclatement vers une guerre régionale. Donc quand le conflit a éclaté en Syrie, j'avais suivi déjà la révolution orange de 2004,
Et en 2013, quand la révolution dite du Maïdan éclate, j'ai tout de suite senti qu'il y avait anguille sous roche, ou plus exactement qu'il y avait un peu le néoconservateur américain sous les drapeaux des joyeux démocrates du Maïdan. Lorsque McCain, le vice-président américain Biden, Ashton, j'en passe et des meilleurs, sont venus excités, haranguer la foule des protestataires du Maïdan, j'ai tout de suite compris en fait que c'était un mouvement de foule qui était piloté par les États-Unis. Et donc j'ai décidé de suivre ça avec attention et d'ouvrir des blogs, d'ouvrir des réseaux sociaux. D'ailleurs, je me suis vraiment lancé dans les réseaux sociaux comme Facebook uniquement à cause donc, de cette crise majeure qui frappait l'Europe. Ouais, toi as été très, comme je dis en français, successful, very successful. Comment se dit ton réseau? Comment se dit? Ah, mon réseau, en fait, c'est assez surprenant parce que je suis moi-même surpris par le succès des pages et des groupes que j'ai ouverts. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? D'abord, j'ai travaillé sur ma propre page, mon profil Facebook, comme on dit. Donc, j'ai émis des avis, j'ai commenté des articles d'actualité sur le Maïdan. Rapidement, j'ai ouvert un blog. Sur ce blog, donc, j'ai commencé à faire des articles, pas seulement en commenter, mais à en faire directement, des analyses d'actualité. Et lorsque le massacre d'Odessa va intervenir, en fait, c'est quand même la goutte qui fait déborder le vase. Mon engagement s'est fait d'une manière progressive dans ce soutien en fait anti-Maïdan. Lorsque le massacre d'Odessa intervient le 2 mai, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que les réactions ont été scandaleuses au niveau des médias. Et je tiens ici à exprimer une véritable colère. Bien sûr, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine depuis cette révolution du Maïdan est scandaleux. Il y a des massacres quotidiens qui sont faits sur la ligne de front des républiques de Donetsk et de Lugansk par l'artillerie ukrainienne. Mais ce qui est vraiment scandaleux, c'est aussi le comportement et le traitement médiatique qui est fait par les Occidentaux. Et là, on est vraiment dans une propagande de guerre qui est complice en fait des crimes qui sont commis en Ukraine. Et ça, en dehors de toute forme idéologique politique. Chacun peut soutenir, je respecte les gens qui soutiennent à la limite l'idéologie ukrainienne, le Maïdan, mais que les Occidentaux cachent la vérité sur les crimes qui sont commis dans le sillage de cette révolution, c'est absolument inadmissible. Inadmissible. Voilà. Donc lorsque l'Odessa défraie la chronique, j'ouvre le blog et je crée un groupe Facebook qui s'appelle Soutien à la rébellion du Donbass. Soutien à la rébellion Soutien à la rébellion du Donbass. C'est un groupe qui aujourd'hui compte 11 500 membres, même un peu plus, et donc qui est, je pense, un des groupes les plus importants sur ce thème très précis du Donbass. J'ai voulu vraiment spécialiser cette page d'information. Après, c'est Yoko. Voilà, sur les événements, tout à fait. Après Yoko International, j'ai voulu vraiment spécialiser cette page d'information sociale sur les événements et l'actualité de la crise ukrainienne et de la guerre dans le Donbass. Oui, et tu veux dire alguna chose, alguna expérience personnelle ici, parce que tu es un combattant. Voilà. Un combattant de la militia, non? De l'armée régulière. De l'armée. Alors, lorsque le 2 mai, le massacre d'Odessa intervient, un mois plus tard, nous avons le 2 juin, quelque chose d'inadmissible. Tu viens de la péninsule ibérique, Miguel, et donc Odessa est suivi par Lugansk, le 2 juin. Et on a un bombardement de Lugansk, bien sûr qu'il n'a pas l'ampleur du bombardement de Guernica, mais qui dans l'esprit, dans la mentalité, la même chose. est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement
fasciste, ethnocentré, totalitaire, qui en plus se réclame de références datant du Troisième Reich à travers l'idéologie des bandéristes, donc de Stepan Bandera, qui fut quand même l'auxiliaire du nazisme en Ukraine. Et donc on a ce bombardement de Lugansk. Quand le bombardement de Lugansk arrive, à l'époque j'étais en relation avec une des victimes de ce bombardement par le réseau VK, le Facebook russe. Et devant l'horreur de ce bombardement et le silence des médias occidentaux, j'ai pris ce 2 juin 2014 la décision de m'organiser pour venir physiquement ici, dans le Donbass. Donc à l'époque je suis guide indépendant, j'ai ma société, j'ai mon carnet de commandes également au niveau des expéditions et des stages de formation en forêt. Et donc c'est très difficile pour moi d'abandonner tout du jour au lendemain. Donc je vais mettre quasiment 5 mois pour liquider ma société, ma vie professionnelle, ma vie amicale, 15 ans de vie passée en Guyane, entièrement passionné par le sujet guyanais, puisque j'étais guide touristique, donc j'étais vraiment en immersion totale avec la population et je dirais la culture, les cultures et les peuples de Guyane. Et donc j'abandonne tout ça en 5 mois pour venir dans le Donbass. Donc je transite bien sûr par l'Europe, la France, où j'ai l'occasion de revoir mes parents. Mon père décède d'ailleurs le 1er janvier 2014 et donc j'assiste à ses obsèques, je retarde mon départ et je prends l'avion pour Moscou, donc le 30 janvier. Oui. De Moscou, je rejoins Rostov et je traverse la frontière le 12 février, si mes souvenirs sont bons, pour rallier Donetsk. Oui. Le jour de mon arrivée, le marché situé à côté de... Enfin, l'arrêt de bus situé juste à côté de l'endroit où je descends du bus est bombardé par un mortier. Je me souviens, 1 heure avant, il y a un bombardement de mortier. Donc l'accueil est fait par les Ukrainiens. Mon accueil est fait par les Ukrainiens dès le 12 février soir. Je vais rester environ 3 semaines à découvrir la ville de Donetsk, d'ailleurs qui est une ville extraordinaire de beauté, d'intelligence au niveau de son agencement. Le paysage urbain est quelque chose d'aéré avec des parcs. Enfin bon, on va pas faire une interview sur la ville de Donetsk parce que ça serait très long. Una belle ville. C'est une ville que j'invite vraiment beaucoup de gens à découvrir. C'est une ville extraordinaire. Extraordinaire, voilà, avec une population fabuleuse. Donc j'ai attendu environ 3 semaines et je me suis engagé au 4e bataillon de la garde républicaine à l'époque. Et cet engagement va durer jusqu'au mois de juillet, fin juin exactement. Non, juillet, pardon, excusez-moi, jusqu'au mois de juillet. Et donc au cours de cet engagement, je découvre, je fais l'immersion dans le monde militaire du Donbass, donc qui est quand même l'héritier, je dirais, de l'organisation et de l'appareil militaire de l'URSS, puisque les références de la milice à l'époque sont quand même des références basées sur l'expérience de l'armée soviétique. En minute. Et je vais donc à ce titre-là participer à quelques opérations sur le front, essentiellement à l'ouest de Donetsk, donc là où je suis positionné et déployé sur le front à côté de Marinka. Donc c'est une bonne expérience pour moi, un peu nouvelle, difficile parce que bien sûr il y a l'obstacle de la langue, je ne parle pas russe et c'est pas toujours facile d'intégrer une unité composée à 95% de russophones. Merci beaucoup. Nous sommes à Donetsk, non? C'était Erwan Castel, no? Le meilleur informateur, blogueur, no? Que c'est aujourd'hui, no? Sur le conflit à l'Ukraine. No? Et pour moi, c'est un honneur d'être ici. Et merci beaucoup. Merci à toi, Michael. Merci beaucoup. C'est coupé là, t'as plus de...